Nos travaux, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous poursuivons donc les auditions de la mission d'information que notre commission a décidé de constituer sur la création du fonds Marianne, la sélection des projets subventionnés, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds. Cette mission d'information a obtenu du Sénat de bénéficier des prérogatives de commission d'enquête. Nous entendons donc dans ce cadre Madame Ala Menouni, présidente de l'association Reconstruire le commun. Nous attendrons de votre audition, Madame, que vous puissiez nous préciser à la fois la genèse de votre association, vos priorités d'action et dans quelle mesure vous considérez que les contenus produits par votre association répondent aux objectifs du fonds Marianne. Avant de vous céder la parole pour un bref propos introductif, je vous ai proposé à peu près 5 minutes. Je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant une commission d'enquête est passible de sanctions pénales qui peuvent aller, selon les circonstances, de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Merci, Madame. Et donc, je vous laisse la parole pour 5 minutes pour un bref propos introductif. Rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de me donner l'occasion de pouvoir être auditionné dans le cadre de cette commission d'enquête sous serment et en public. Je vais tenter dans un propos introductif assez bref de remettre un peu d'ordre dans le tourbillon de désinformation et d'approximation que j'ai pu lire ces dernières semaines. Je tiens à rappeler tout d'abord que suite à un article totalement à charge, repris sans la moindre précaution par de nombreux journalistes et personnalités politiques, nous avons vécu 6 semaines absolument délirantes. Nous avons vu se propager de fausses informations sur nous, nos affiliations politiques, nos motivations et notre travail. J'ai lu tout et son contraire concernant Reconstruire le commun, donc si vous me le permettez, je vais commencer depuis le début. Je suis Ala Menouni, j'ai 36 ans, je suis ingénieure urbaniste et j'ai 14 ans d'expérience professionnelle, notamment dans la conduite de projets complexes, d'abord chez un major de la construction et ensuite dans un établissement public d'aménagement de premier plan. Si je précise cela, c'est qu'à lire d'autres articles, nous serions une bande de jeunes inexpérimentés. À mes côtés, le secrétaire de l'association Johan Margulies, 36 ans également, est ingénieur nucléaire, enseignant à Sciences Po Paris et était responsable développement durable dans une collectivité d'Île-de-France. Enfin, notre trésorier est magistrat à la Cour des comptes régionale. Je suis d'origine marocaine et je suis de culture musulmane et je suis arrivée en France il y a 17 ans et naturalisée en 2013. Avec Johan, nous avons partagé une prise de conscience républicaine au moment des attentats de 2015. À la lumière de ce que j'ai vécu, j'ai vu se reproduire sous mes yeux les mêmes mécanismes qui se sont déployés au Maroc au tournant des années 2000. L'arrivée des chaînes satellitaires, et notamment Al Jazeera et Iqra, qui sont rentrées dans les foyers. J'ai vu la société, j'ai vu mon entourage entrer dans une forme de rigorisme religieux tout à fait inédit, y compris pour une société conservatrice musulmane. Ce glissement lent a été ensuite suivi d'un premier choc, celui des attentats de Casablanca 2003, qui m'avait particulièrement affecté. De mon point de vue, le traitement médiatique de la question de l'islam en France n'était pas au niveau des enjeux. Les Français de confession musulmane sont assimilés soit à une 5e colonne, soit à des éternels mineurs à protéger. Et le cœur du problème, c'est-à-dire l'analyse des mécanismes de pénétration de l'islamisme dans la société en tant que fait politique majeur, était absent du débat et, disons-le, franchement inaudible. Notre analyse est que sur les sujets de l'universalisme et de la laïcité, qui doivent nous rassembler en tant que nation, étaient devenues des positions politiques génératrices de clivage. Pour nous, l'urgence première était de stopper l'hémorragie, de remettre tout le monde autour de la table et de recréer du commun républicain en l'ancrant dans les réalités de la jeunesse. Alors nous avons décidé de nous lancer avec humilité dans ce projet qui ne peut se penser que sur le temps long, 10-15 ans minimum. Et il fallait bien démarrer quelque part. La saison 1 était la saison pilote pour poser les fondations. Nous avons décidé de le faire en nous engageant de manière totalement bénévole, sur notre temps libre, en parallèle de nos vies professionnelles. Et je tiens à le rappeler, nous ne vivons pas de nos engagements et les membres de l'association ne se sont pas versés un seul euro. Je souhaitais également clarifier un point, et c'est fondamental de le comprendre pour appréhender nos productions. Notre projet répondait au deuxième objectif qui est, je cite, « défendre les valeurs républicaines de liberté, de conscience et d'expression, d'égalité entre tous les hommes et entre toutes les femmes, de fraternité et de laïcité, qui sont le ciment de la concorde et de la cohésion nationale. » Nous nous inscrivons donc pleinement dans l'objectif numéro 2 de l'appel à projet Fonds Marianne.
Je tiens également à préciser que notre projet préexistait au fond. Notre première rencontre avec le CIPDR a eu lieu après la création formelle de l'association. Processus accéléré de notre côté par le choc qu'a été pour nous l'assassinat de Samuel Paty et la confirmation de notre constat sur le rôle des réseaux sociaux à cette occasion. Le CIPDR a très vite manifesté de l'enthousiasme vis-à-vis de notre projet. Et nous avions le sentiment à l'époque d'un alignement sur l'état des lieux et la stratégie à adopter. Il nous a accordé une première subvention de 39 000 € fin 2020, qui nous a permis de mener les toutes premières actions de l'association, notamment la création d'un site vitrine pour le projet. Nous avions déjà en mars 2021 un projet stabilisé qui esquisse en détail les contours d'une plateforme éditoriale qu'on a appelée Commun. Nous avons ensuite été en capacité de nous mobiliser à l'appel à projet et de proposer un dossier qui visiblement a convaincu. Une fois la convention signée, nous avons tout mis en œuvre pour respecter tous nos engagements. Nous y reviendrons très certainement en détail, mais de septembre 2021 à juin 2022, nous avons produit à des prix très concurrentiels plus de 10 formats éditoriaux différents, et notamment 7 formats audiovisuels, 57 vidéos, 22 heures cumulées. Est-ce que nous avons parlé de politique en tant qu'affaire de la cité? Oui, et nous l'assumons parfaitement. Le sujet du commun est éminemment politique, dans ce qu'elle a de plus noble. Nous l'assumons depuis la phase de candidature, où il était déjà question de réaction à l'actualité et d'infotainment, c'est-à-dire divertissement politique. Est-ce que nous avons diffusé des posts partisans? Absolument pas. Et je vais vous dire, il n'y a même pas sur nos pages le petit post classique appelant au barrage républicain à l'entre-deux tours de la présidentielle. C'est dire notre rigueur sur le sujet de la neutralité partisane. Depuis 6 semaines maintenant, nous subissons avec mon équipe une campagne de désinformation médiatique et de harcèlement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Des menaces aussi, dont une que je voudrais particulièrement souligner. Le CCIE, émanation du CCIF, qui, je le rappelle, a été dissous par décret, validé par le Conseil d'État le 24 septembre 2021, a produit une vidéo contenant les photos, les noms, les prénoms de plusieurs membres de l'association et chroniqueurs, pour être bien sûr qu'on soit bien identifié. Malheureusement, on sait ce que ce genre de procédé fait peser comme type de menace. Et face à cela, car là, nous parlons bien de notre intégrité physique et pas uniquement d'un potentiel litige contractuel. Nous n'avons reçu aucun soutien de la part du CIPDR, au contraire même, puisque c'est en rentrant chez moi le soir du 16 mai, après l'avoir appris en direct, que j'ai découvert une lettre recommandée demandant un remboursement qui nous a été adressée quelques jours plus tôt, et plus précisément en date du 12 mai. Voilà donc la réponse de l'État, qui entend lutter contre la menace séparatiste, sortir les parapluies à la première attaque. Enfin, vous m'avez aimablement, Monsieur le Président, permis de diffuser une courte vidéo, et je vous en remercie. Et j'avais à cœur de montrer avec mon équipe à celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de visionner nos productions un très court échantillon pour donner une image plus fidèle de notre démarche. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, et nous allons passer tout de suite cette petite vidéo. Dans une société où on tient autant à la liberté de conscience, y compris à la liberté de croire à des choses qui ne soient pas consensuelles pour les autres, et en même temps qu'on tient au savoir universel, je crois que la moindre des choses, c'est de donner les outils aux futurs citoyens d'articuler ces deux sphères. D'après mes calculs, la raison de la disparition des Homo sapiens dans le futur sera due à leur incapacité à s'unir, c'est-à-dire à créer du commun. Malgré les efforts de quelques cerveaux biologiques supérieurs, comme les philosophes des Lumières ou les grands humanistes, les Homo sapiens n'arriveront pas à s'unir autour des valeurs universelles. Mais peut-être existe-t-il un espoir ? Salut toi, moi c'est Jason, ton nouveau coach en très bien-être. Pas un vulgaire coach en bien-être individuel, je te parle d'un coach en super bien-être collectif. Dans lequel de ces pays, les élèves peuvent-ils porter à l'école publique un objet tranchant au nom de leur religion? États-Unis, Canada, Russie. Au nom de leur religion? Je dirais les États-Unis. Ouais, moi aussi je dirais les États-Unis. Réponse, le Canada. Maintenant, le problème que j'ai avec ce raisonnement, c'est que parler de l'islam en tant que tel ne fait pas sens.
C'est ce qu'on apprend quand on fait des sciences des religions ou quand on étudie l'histoire des religions. C'est qu'une religion, c'est un espace, un temps, une société. Votre pote Rousseau avait bien compris ce problème. Pour lui, l'être humain est dans les fers, comme il dit. Mais il existe des fers auxquels on ne peut pas échapper, comme le besoin de nourriture. Et des fers auxquels on peut échapper. C'est là que ça devient intéressant. Parce que vos cerveaux étant ce qu'ils sont, il arrive que les Homo sapiens désirent eux-mêmes s'enchaîner à des fers. Les cours de religion longtemps obligatoires dans les écoles publiques sont progressivement devenus des options. Ils peuvent être remplacés par des cours de morale, mais globalement dans toute l'Europe, les cours de religion ou de morale sont enseignés à l'école publique. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des réseaux sociaux. Je peux te dire, il y a du boulot si on veut aider le pays à s'améliorer. On n'est peut-être pas les pires, mais on n'est pas les meilleurs. Et moi, la deuxième place, ça m'intéresse pas. Donc finalement, Aurélie Baude, ce qu'elle nous dit, c'est que se raconter des histoires, c'est ce qui fonde une des spécificités de notre espèce, qu'on est tous concernés par ça. On a tous une vision de soi, du monde et de soi dans le monde, mais que le problème survient lorsque, à un moment donné, on commence à confondre l'histoire qu'on se raconte avec une vérité objective. Il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet autour du fait de décoloniser une institution qui a fait beaucoup polémique. Mais fondamentalement, ce qui est en jeu, c'est pas tant la domination épistémique et la colonialité du pouvoir, comme le disent les latinos, mais c'est plutôt la représentation jugée insuffisante des personnes issues de l'immigration postcoloniale. On va dire non, c'est la laïcité, c'est ça qui prime. Sauf que derrière, c'est ça qui cause les conflits, c'est ça qui cause le manque de tolérance. Est-ce que finalement, la définition de règles communes finalement n'est pas la meilleure réponse? Vous avez 4 heures. La laïcité est un des meilleurs moyens qu'ont trouvé les primates pour vivre ensemble. Mais qu'est-ce que la laïcité, au juste ? Mediapart révèle qu'une autre association, nommée Reconstruire le commun, a également été bénéficiaire de plus de 300 000 € du fonds Marianne. Cette association, au lieu de remplir son objectif de promotion de valeurs de la République, a produit du contenu audiovisuel visant à critiquer les opposants de Macron durant les présidentielles. Bien. Merci Madame la Présidente, merci de nous avoir, ça permet à tous les collègues de revoir quelques images des visios et des vidéos qui ont été produites par vous-même, qui montrent d'ailleurs dans la manière dont ça a été filmé une certaine qualité, d'images, de lumière, etc. Et qui finit sur un point qui est un point polémique, qui est le point par lequel vous avez fini concernant la période des campagnes électorales. C'est le seul point que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Il relève aujourd'hui, vous le savez, d'une plainte et donc du parquet national financier. Nous n'irons pas sur la question de savoir si ce sont des images qui correspondaient à la période électorale, etc., etc. Bon, c'est un sujet qui ne sera pas traité aujourd'hui. Nous en montrerons évidemment, nous aussi, quelques extraits pour qu'on le voit, mais par contre, sur la question de savoir s'il y a quelques fautes là-dessus, ça relève du PNF de le dire éventuellement, en tout cas de la plainte pénale, et certainement pas de cette commission d'enquête, pour que les choses soient bien claires. Très bien. Alors, je vais démarrer par des questions très générales. Vous les avez un peu ouvertes, d'ailleurs, Madame la Présidente, dès le départ. Donc, peut-être vous trouverez dans mes questionnements que vous y avez peut-être déjà un peu répondu, mais vous le reprendrez si vous voulez bien. D'abord, vous avez dit quelques mots sur la création de votre association. Peut-être rappeler donc en quelques mots vos objectifs et vos projets précis, si je puis dire, derrière les objectifs généraux que vous avez présentés déjà, mais vous pouvez les reprendre, mais derrière vous le voyez comment, au moment où vous créez votre association, on n'est pas encore là dans une relation avec le CIPDR, ou alors si, peut-être, c'est un point qu'on voudrait savoir, c'est-à-dire s'il y a préalablement même
à la création de votre association, s'il y a déjà un contact avec le préfet Gravel, avec le CIPDR de manière générale, qui fait que finalement votre association se crée, mais suite à ce premier contact, enfin, dans quel ordre les choses se font? Très bien. Alors, je vais vous répondre. Il y a une partie de votre question qui a été abordée très rapidement dans le cadre du propos introductif. Et donc, avec ce que je disais avec Johan, on a commencé à s'intéresser à ces questions de manière très sérieuse à partir de 2015. Et ensemble, voilà, on a fait de la veille sur les réseaux sociaux. On a rencontré plein de personnes qui étaient actives de manière différente, en ligne principalement. Et notre constat, en fait, à partir de 2019, 2018, 2019, 2020, c'était un constat que la jeunesse est imperméable au discours républicain institutionnel. Voilà. Les jeunes, quand il s'agit de ces problématiques sur les réseaux sociaux, ils s'intéressent principalement à des récits identitaires, que ce soit des récits de droite, par exemple la France chrétienne, les Blancs, le grand remplacement, ou des récits identitaires de gauche avec une valorisation des identités, etc. Et ces mouvements identitaires ont 10-15 ans d'avance sur nous. Ils sont sur les réseaux sociaux depuis le début. Et ils ont su adapter leur discours au code, à ce qui peut intéresser la jeunesse. Et en parallèle de ça, on a un discours républicain qui existe, qui nous structure, qui nous a toujours structurés en tant que nation, mais qui a raté ce changement de médias. On est passé de la presse écrite, la télé, à Internet et aux réseaux sociaux. Et donc, on a continué un peu notre réflexion et on s'était aperçu aussi que le milieu laïque, en tout cas ceux qui sont le plus actifs sur ces questions-là, la moyenne d'âge était plutôt autour de 45-50 ans. Et que la façon avec laquelle les discours étaient portés, ça restait des concepts assez inaccessibles, assez abstraits et pas suffisamment ancrés dans ce qui intéresse réellement la jeunesse, parce que la jeunesse française, pour moi, elle est engagée, mais elle est engagée sur les questions de justice sociale, elle est engagée sur les questions du climat, elle est engagée sur la question des discriminations, et voilà, la République, la laïcité, ça ne les intéresse pas plus que ça. Donc à partir de ce constat-là, c'est-à-dire un récit républicain abstrait, un fossé générationnel au sein du milieu laïque, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc on a commencé à réfléchir à comment adapter le discours républicain au code de l'époque. Donc on avait dans l'idée de lancer une association déjà en 2020, et on avait une première version même des statuts qui datent de début octobre 2020. Puis est arrivé l'assassinat de Samuel Paty, qui nous a vraiment, vraiment bouleversés. Et là, on a accéléré, quoi. Voilà. Ce qui était dans les brouillons a été validé. Et puis, on a déposé nos statuts en préfecture le 29 octobre 2020. Avec le CIPDR m'a contacté une première fois par mail fin octobre également, suite à une recommandation d'un universitaire reconnu sur ces questions-là et à qui j'avais déjà présenté le projet. Et donc j'ai rencontré le secrétaire général pour la première fois en novembre 2020. Donc c'était bien après la création officielle de l'association. Donc on s'est rencontrés, je lui ai présenté le projet, notre idée, et puis ils avaient l'air vraiment enthousiastes que des jeunes avec des profils qui sont capables quand même de gérer la complexité s'intéressent à ces questions. Et puis il y avait aussi une question peut-être d'image, c'est-à-dire Johan et moi, nous sommes un juif et une musulmane, ça fait un peu scénario de film français, mais
Mais on s'est rendu compte, en fait, tous les deux, que ce qui nous permettait d'être amis, c'était l'article 1 de la Constitution. Et que dans d'autres pays, y compris dans le pays d'où je viens, notre amitié aurait été peut-être impossible, ou en tout cas distante. Donc le CIPDR nous a financé une première fois 39 000 €, et je tiens à préciser qu'il a financé des actions précises. Il a financé le lancement de notre site internet, et il a financé aussi tout le travail d'études préliminaires de conception de la plateforme éditoriale commun. Donc ça, c'était la première subvention. Ensuite, est-ce que vous voulez que je continue? Non, on va poursuivre. Mais cette première subvention de 39 000 €, donc en réalité, bon, elle est de 2020, comme vous l'indiquez. En réalité, elle devient 2021 pour des raisons administratives. On ne peut pas engager de fonds, en tout cas, ou les payer à partir de certaines dates. Donc ça devient du début 2021. Et en face de ça, donc, il y a un certain nombre d'actions que vous venez d'indiquer, que vous justifiez, qui permettent le paiement de cette opération. Alors, vous avez indiqué de 2015 à la création de l'association, bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions-là, bien entendu. On a même tous des noms en tête, des gens qui sont apparus, plus que d'autres, si je puis dire, mais vous avez ce contact dans un milieu qu'on s'entend tous, on peut tous s'entendre sur l'idée que c'est un petit milieu, si je puis dire, qui intervient sur ces sujets, qui est présent sur ces sujets. Je veux dire petit par le nombre, évidemment, vous l'avez compris, petit par le nombre. Et le préfet Gravel, quand il parle de reconstruire le commun, il dit qu'en gros, il est en partie issu d'un collectif qui s'appelle On vous voit. Un collectif qui a d'ailleurs, fait l'objet de débats sur ses pratiques. On ne va pas plus loin. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous considérez que vous êtes issu de On vous voit? Alors, ou vous ne le diriez pas comme ça? Pour cette question, c'est vrai que le collectif On vous voit a suscité beaucoup de fantasmes sur sa réalité, et d'ailleurs même au sein du CIPDR qui dit qu'on est issu de ce collectif. Mais pour moi, On vous voit, c'est un collectif informel sur Internet, totalement amateur, qui, à l'époque, en 2020, s'était intéressé, on va dire, à la veille sur les candidats au municipal, qui jouaient la carte du communautarisme, et tout parti confondu. Nous, notre projet avec Johan, il a... voilà, je vous ai expliqué sa genèse. Il n'a rien à voir avec cette démarche. Il n'est pas dans la même temporalité. Il ne vise pas les mêmes objectifs. Il n'a pas besoin des mêmes moyens. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des personnes de ce collectif qui se sont emballées pour notre projet à titre individuel, parce que eux, ils étaient sur le volet réaction, riposte, un peu pushy. un peu pushy. Et nous, on était vraiment dans le discours. Et je tiens à le rappeler, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis très mal à l'aise avec la notion de contre-discours. Pour moi, le fait de dire contre-discours républicain, c'est déjà avouer qu'on a perdu, en fait. C'est déjà se positionner en réaction. Nous, notre conviction, c'est que le discours républicain, c'est le discours. Et il suffit pour nous juste de le remettre au goût du jour pour qu'il puisse exister, être transmis dans les conditions de transmission de ce début de siècle. Vous diriez que vous essayez d'avoir un discours plutôt positif? Tout à fait. Plutôt qu'un discours en réaction, qui a fait apparaître un discours un peu noir, et comment dire, un peu moralisateur, on va dire. Tout à fait. Nous, on est vraiment sur quelque chose de positif, mais positif ne veut pas dire consensuel. C'est important. C'est une nuance. C'est important, parce qu'on s'est toujours dit que, en fait, il fallait aborder les questions qui fâchent.
Il fallait aborder la question des religions, il fallait aborder la question de la laïcité et de l'universalisme, comme je l'ai dit en propos introductif, qui nous structurent, mais qui aujourd'hui sont des lignes de fracture au sein de la jeunesse. Donc il faut partir de ce constat-là. Et nous, on s'est dit, il faut déjà se remettre autour de la table et pouvoir en parler. C'est le préalable. Vous connaissez ce milieu laïque depuis 2015, peut-être même avant, mais en tout cas de manière un peu plus forte, vous nous dites à partir de 2015, mais des associations, des associations, on va dire, pour rester dans le milieu associatif pur, qui sont sur ce thème. D'ailleurs, vous les connaissez, elles ont fait partie, pour la plupart, du Fonds Marianne, quelque part. Donc, il y en a quelques-unes de plus importantes que d'autres, on va dire, par leur volume d'action, etc., donc qui sont très repérables. Vous n'y avez pas trouvé, vous n'êtes pas dit, voilà, je rentre dans des associations existantes, je m'y retrouve. Qu'est-ce que vous n'y retrouviez pas, ou en tout cas, en quoi vous considériez que votre proposition était innovante ou, différente, en tout cas? Oui. Alors, je vais vous répondre sur cette question. Alors, moi, je n'ai jamais été engagée avant l'association Reconstruire le commun. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je n'ai jamais adhéré à une association. Donc c'est un monde que je connais, mais qui n'est pas le mien. Et quand on a commencé à réfléchir à notre projet, bien sûr, la première réaction, on n'a jamais été on va partir de zéro. Mais ce qu'on a vu dans cet écosystème ne nous correspondait pas. Et on savait que de toute façon, on allait être bridé parce que la plupart de ces associations, ce qu'elles font, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on fait nous. C'est vraiment de porter des messages consensuels, sympathiques. Et nous, notre travail, c'était vraiment d'aller taper là où ça fait mal, et en essayant de le faire quand même avec légèreté, dépassionner le débat, apaiser, en utilisant de l'humour et plein d'autres mécaniques. Mais le fond, quand même, c'était de venir taper là où ça fait mal, tout simplement. Ok, merci. Ce premier projet, on reste sur le premier projet, on prend une dernière question, il était évalué à 70 000 euros, dont 39 000 euros d'aide. Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? C'est bien un projet de 70 000 euros qui a été réalisé? Et si oui, d'où vient le reste, si je puis dire, autant que vous puissiez me le dire? Ce que je veux dire par là, fonds publics, fonds privés, quoi. Voilà, pas nominatif, c'est pas le sujet. Bien sûr. Bien sûr. Je vais vous répondre à cette question. En fait, sur la première subvention et la première demande, y compris la deuxième demande, on nous demande un budget prévisionnel. Donc, sur le budget prévisionnel, nous, on a inscrit, bien sûr, la prévision de la subvention de 39 000 euros. Et on espérait attirer d'autres types de fonds, et notamment des fonds privés. Ça n'a pas été le cas. Pour plein de raisons. La première, c'est que le sujet qu'on traite reste quand même un sujet d'intérêt général très régalien. Et les mécènes privés, globalement, s'intéressent à la préservation de l'environnement, à l'égalité des chances, ils s'intéressent à l'inclusion sociale. Donc on n'était pas tout à fait dans ce que recherchaient des fondations pour financer des actions associatives. Donc voilà, nous, on ne s'est pas découragé, on a quand même tapé à plusieurs portes. On a rencontré plein de gens qui trouvaient notre démarche très intéressante, mais ça n'a pas abouti. Bien sûr. Ça n'a pas abouti à la conclusion de partenariat ou de financement. Bon, c'était une subvention de façon plus modeste, on va Oui, dire. tout à fait. Bon, modeste, tout le monde le regarde à l'aune de ses ressources, éventuellement. Enfin, bon, qui est
classique, on va dire, d'une subvention à des associations. Bon, dans la presse, d'ailleurs, M. Gravel avait parlé même de subvention d'une aide au démarrage, presque. Donc, il avait indiqué ainsi les choses. Il ne l'a pas dit exactement dans les mêmes termes lors de son audition. Je reprends un propos qui est paru. Bon. Mais on voit un peu l'idée. Mais donc, c'est bien avec ces 39 000 euros, point, que vous avez fait l'intégralité du projet en question, quoi. Sur la première partie du projet, tout à fait. Sur la première partie, oui, c'est-à-dire le site, etc. Exactement. Voilà. OK. Merci. Enfin, toujours une question un peu générale, M. Gravel nous a indiqué que cette aide, les 39 000 euros, pardon, la première, avait été, je le cite, conditionnée à l'absence de tout message de nature politique. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette condition a-t-elle été formalisée? Est-ce qu'elle était à l'oral, dans une discussion orale, si elle a eu lieu, ou de manière écrite, peut-être dans la notification qui vous a été faite? Ou est-ce que ça vous, en plus, comment vous l'avez perçu d'abord? Alors, j'ai écouté avec attention l'audition du secrétaire général. Et il avait parlé d'une condition sine qua non. Il a utilisé vraiment ce terme, condition sine qua non. Pour moi, une condition sine qua non doit avoir une traduction au niveau du contrat. Il n'y a pas, dans les conventions qu'on a signées, il n'y a pas de condition liée à notre ligne éditoriale dans sa globalité. Hein. Ce n'est pas uniquement sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, mais nous, dans les deux conventions, que ce soit la première ou celle du Fonds Marianne, qui sont à peu près les mêmes, c'est des conventions types, la plupart des articles sont liés plutôt au bon suivi administratif et on n'a pas eu d'objectifs, on va dire, métriques précis. Et on n'a pas eu de limitation, en tout cas écrite, sur ces questions. Mais au-delà de la convention, dont on peut comprendre que c'est difficile à écrire de toute façon, mais est-ce qu'il y a eu quand même un élément dans votre conversation qui était une recommandation, on va dire? Alors, dans notre conversation, je pense que ça... Ce que j'ai compris en tout cas, c'est parce que dans notre association, beaucoup de membres ont un passé militant, ils sont soit dans des partis, voilà, ils ont des convictions. Ils ont des convictions et ils ont des positions qui sont tranchées. Et je pense que sa crainte, c'était que ça déteigne sur le projet. Or, nous, on a toujours été sur... voilà, les gens ont des convictions. Oui. On va y venir. Oui. Mais simplement, factuellement, est-ce qu'il vous en a parlé ou non? Est-ce que ça fait l'objet d'un échange? Alors, vous me dites pas écrit, il n'y a pas d'écrit, mais un échange de confiance, on va dire, une discussion libre, en vous disant, faites attention sur le truc, oui, non? Il ne nous a jamais interdit de faire des contenus politiques. Très bien. Merci. Nous allons poursuivre. Donc, nous allons rentrer plus précisément sur l'appel à projet Fonds Marianne. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, vous avez évoqué votre premier projet, hein, la naissance, la création de votre association. Comment apprenez-vous la connaissance de l'appel à projet qui touche le Fonds Marianne? Et en avez eu connaissance avant? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, nous, on était, du fait de la première subvention, on était en contact avec le CIPDR. Et donc, on travaillait sur nos premières actions. Et on avait une réunion d'étape le 12 avril 2021, où on a présenté, ce que je disais en propos introductif, les contours de la plateforme. Et suite à cet échange, ce que j'avais compris, c'est que le CIPDR envisageait de poursuivre son soutien
parce que on va dire, son premier soutien lui a montré qu'on était capable de s'entourer des compétences nécessaires, qu'on était capable de déployer quelque chose qui rentre dans les clous budgétaires et dans les clous du timing. Et suite à cet échange, j'ai reçu un mail le lendemain pour me dire, le 13, suite à votre échange avec le préfet, nous serions intéressés par une demande de subvention. Enfin, vous pouvez soumettre une demande de subvention. Voilà. Moi, c'était dans la continuité des échanges et on trouvait ça super. Et puis, après ce mail-là, il me semble, j'ai reçu un coup de fil avant l'annonce officielle, que j'ai interprétée par le CIPDR comme une identification des potentiels candidats. Et on nous a dit, en très peu de mots, on nous a dit, voilà, il y a un appel à projet qui va sortir, votre projet rentre dans les conditions, on aimerait bien que vous répondiez, merci, quoi. Et puis après, nous, on est très très présents sur les réseaux sociaux, on est très présents et on suit beaucoup tout ce qui concerne ces sujets-là. Donc on a suivi quasi en direct l'annonce du fonds dans la presse et on s'est mis au travail immédiatement. Vous dites, on nous a dit, on est identifié ? Oui. Et donc il s'agit du secrétaire général. D'accord. C'est mieux de le préciser. Parce que vous voyez, ça évite toute interprétation. Et donc, à ce moment-là, j'ai bien suivi, le 12-13, vous entendez, vous viviez quasiment en direct l'annonce du fonds Marianne, et à ce moment-là, vous présentez un tout nouveau projet, ou le projet qui fait suite à la première réalisation, j'imagine. Alors, nous, ce qu'on a présenté, c'est une version plus aboutie de ce qu'on faisait déjà. Voilà. Nous, on avait déjà travaillé sur la plateforme de marque, on avait déjà notre logo, on avait déjà notre identité visuelle, on avait déjà notre stratégie éditoriale, notre positionnement, on avait déjà tout ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'était vraiment de préciser, pour répondre à un appel à projet, il y a quand même une liste de documents qu'il faut fournir. Donc, on les a fournis les uns après les autres. On a retravaillé de manière plus précise, notamment le chiffrage. Mais l'ADN de ce qu'on a présenté existait déjà. Oui, donc j'allais dire, c'est une montée en puissance. Tout à fait. Peut-être, je vous livre une interprétation possible, peut-être que les contacts que vous aviez eus fin 2020 avec le préfet Gravel, qui validait ce que vous aviez ou qui partageait vos objectifs, vous avez donc un premier soutien, et vous comprenez à travers les échanges donc, que vous avez avec lui qu'en montant en puissance, vous risquez d'être retenu. Donc vous restez globalement sur la ligne de votre premier projet. Vous l'adaptez évidemment, mais il n'y a pas besoin de faire de virage à 180 degrés. Enfin voilà, finalement, la voie est tracée et vous faites en sorte de cocher les cases de l'appel à projet pour avoir un nouveau soutien. Voilà. Avec donc un accompagnement. Donc finalement, pour vous, le fait d'avoir donc alors le 13. Vous avez dit vous avez un nouvel échange, c'est 12-13. Il se trouve que le 13, il y a aussi un comité de coordination qui se réunit avant le dépôt du fonds Marianne, enfin l'annonce. Vous n'êtes là pas mis particulièrement dans la boucle en disant préparez-vous, il y a... D'accord. À ce moment-là, vous n'avez aucune information complémentaire. Et j'en déduis que la durée, finalement, relativement courte, avec un week-end du 1er mai
Donc 20 avril, 10 mai n'est pas pour vous un obstacle majeur pour répondre à l'appel à projet, parce que finalement vous avez d'une certaine manière un peu d'avance naturelle, puisque vous avez un premier projet qui a déjà, je dirais, émergé. Le projet, effectivement, existait déjà et on a foncé, en fait. On a foncé avec l'équipe pour pouvoir délivrer un dossier dans les temps qui puisse convaincre. Et on a derrière nous une expérience dans la réponse aux appels à projets. Donc, on a principalement travaillé sur les questions de chiffrage, comme je vous l'ai dit, et voilà. D'accord. Donc, vos parcours et expériences professionnelles vous ont été précieux. Tout à fait. Oui. Et le fait aussi que ce soit une structure très petite et donc très agile, et donc les chaînes de décision sont extrêmement rapides. Il y a moins de recommandés à envoyer. Oui. Ok, est-ce que vous aviez connaissance, parce que vous arrivez dans un, comment dirais-je, un écosystème, hein, vous l'avez appelé comme ça tout à l'heure, et c'est vrai, à la fois un peu nouveau, enfin, au moins en ce qui vous concerne. J'ai compris que dans l'association, il y avait des nouveaux et des gens plus engagés ou plus aguerris au monde associatif, voire politique. Est-ce que vous avez connaissance, ou vous connaissez plutôt des associations qui vont répondre aussi à ces... Non. Voilà, non, donc on ne savait pas du tout. Vous êtes nouveau et oui. vous ne connaissez pas, Voilà. vous n'avez pas eu le temps d'identifier. Non, voilà. Ça paraît assez logique, mais bon. Votre association, moi ce que je note, c'est qu'elle est assez singulière, hein, puisque, vous l'avez dit, il y a des profils avec des expériences professionnelles plutôt diversifiées et avec des acteurs, en tous les cas, au moins pour 3 d'entre eux, puisque vous êtes ici, de la jeune génération, on va dire comme ça. Alors, moi, je relève que dans le dossier de candidature, pour l'essentiel, je pense, hein, vous démontrez que ce sont les charges de rémunération qui pèsent énormément, puisque 2 tiers, 67% des charges portent sur le poste rémunération, c'est-à-dire, pour être précis, 303 000 euros sur 451 000 euros. Comment vous expliquez ces dépenses? Quel est finalement le choix ou ce qui vous conduit à ce type d'approche avec un poste de dépenses dites charge de personnel élevée? Alors, nous, on a été très clair dès le dossier de candidature sur la nature de notre projet. Et la nature de notre projet repose beaucoup sur de la création artistique. Et la création artistique, c'est de la matière grise, c'est de l'humain. Et on avait dit dès l'appel à projet, je pense que c'était marqué noir sur blanc, que on n'avait pas de salariés, mais qu'on prévoyait une vingtaine d'intervenants sur une quinzaine de professions différentes, soit payées soit par forfait mission, soit par cachet intermittent, soit sur facture. Et si on regarde notre bilan, à la fin de l'action, on était à 26 intervenants à peu près, donc on reste dans les purs de ce que nous avons prévu. Et c'est important, je pense, de souligner 2 choses. La première, c'est que le projet, en fait, avait des phases très différentes. Donc on avait besoin de beaucoup de souplesse. On avait besoin de beaucoup de souplesse parce que sur les premiers mois, on était sur des ressources autour de 9-10 personnes et on est monté au pic vers mars-avril où on avait toutes les productions quasiment en même temps. On est monté à 26. Et on a aussi des personnes qui sont intervenues 1 semaine, d'autres qui sont intervenues 6 mois. Donc il fallait gérer tout ça et rester dans les purs de ce qu'on a dit. Et je pense que sur ce point-là, nous avons réussi. La question, c'est on reste une structure
très jeune. Donc on était sur notre premier grand financement qui courait sur une durée extrêmement limitée. On avait donc 330 000 € à dépenser avant juin 2022. Même si nous, dans notre idée, c'était un projet pérenne, moi, en tant que responsable, je ne pouvais pas salarier dans ces conditions des personnes sans avoir, on va dire, une vision à long terme des rentrées d'argent. J'ai la même question que tout à l'heure. Tout à l'heure, on est parti d'un projet de 70 000, réduit à 39 000, la subvention du CIPDR. Dans ce cas précis du projet plus lourd, on est sur un projet présenté à 451 000 €, dont une partie importante donc portée par le CIPDR. Est-ce que là, justement, avec un peu plus de temps, etc., est-ce que vous avez pu franchir cet écueil de démarrage qui était assez logique, de ne pas trouver d'argent dans les premiers, surtout quand on n'a encore rien prouvé, quoi, d'une certaine façon. Mais là, vous aviez un peu plus de matière, Est-ce que vous avez pu compléter les choses, ou est-ce qu'on est resté toujours finalement sur un projet présenté avec des subventions autres, mais finalement réduites à juste ce qu'a donné le CIPDR? Ma réponse ressemble à ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de présenter un budget prévisionnel. Nous, on a chiffré un budget qui nous permettait de franchir un cap. Voilà. On s'est dit, autour de 500 000 €, on peut franchir un cap dans la façon avec laquelle on appréhende nos productions. Et on avait imaginé à l'époque rester dans un ratio 70-30%, avec 30% de fonds privés. Et comme je vous disais tout à l'heure, sur la question du mécénat privé, on a rencontré beaucoup de gens, mais c'est un temps très court. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment à publier sur les réseaux les premières productions en janvier 2022. Donc, pour pouvoir, entre janvier et juin 2022, tenir déjà sur le respect des engagements qu'on avait et démarcher aussi des mécènes privés, on n'avait pas assez de contenu de notre point de vue. Et aussi, il y avait l'écueil que je disais, qui est que ce sont des sujets extrêmement régaliens. Et qu'on avait des difficultés à intéresser des fondations sur ce sujet-là. Donc, juste pour finir, on a un budget prévisionnel, mais on l'a adapté, en fait. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps... Vous l'avez adapté au montant que vous aviez, oui, tout à fait, qui était la subvention, quoi. Exactement, on a négocié tous nos contrats, on faisait des points budgétaires très régulièrement pour être sûr de notre atterrissage. Mais pour bien, parce que c'est un sujet d'ailleurs qui n'est pas uniquement sur ce fond, mais de manière générale. Je pense que l'État demande toujours qu'il y ait une présentation de budget avec une partie de recherche de financement autre que celui de l'État. Et d'ailleurs, si vous présentiez un financement à 100% État, d'une certaine façon, il serait rejeté en tant que tel. Bon, donc, si vous voulez, la question qu'on se pose toujours, c'est la question entre... votre subvention a été financée en totalité, on y reviendra tout à l'heure, mais ce qui veut dire que finalement l'État à la fois demande qu'il y ait une présentation avec une partie privée, mais si elle n'y est pas, c'est pas une raison pour réduire leur subvention, etc. De fait, il y a la demande, vous répondez au cahier des charges d'une certaine façon, mais après, si c'est compliqué, on constate la bonne volonté éventuellement d'avoir recherché des partenaires, mais ça ne va pas au-delà de ça en réalité. Et on se retrouve très souvent, ce n'est pas vrai que dans ce cas, c'est vrai dans les associations sportives, les associations culturelles, enfin on peut trouver 1000 sujets où on a souvent ce décalage entre l'idée que l'État vient participer,
mais pas la totalité, et puis la réalité, que c'est souvent les subventions publiques qui font le projet. Voilà, c'est un constat, je ne fais pas de commentaire. Ce qui veut dire, dans votre fonctionnement, hein, contrairement à d'autres associations, vous l'avez dit, vous n'avez pas choisi de salariés, mais je vais revenir dans la question suivante. Globalement, on a bien vu dans les éléments que vous nous avez transmis, beaucoup d'intervenants, finalement, réalisent leurs prestations sous le statut d'auto-entrepreneur, ce qui vous permet d'avoir des rémunérations avec honoraires. Et comme vous dites, c'est plus facile à ajuster parce qu'en fonction des besoins, la dépense n'est pas la même. Alors ça pèse plus lourd, mais voilà, c'est juste parce que comme on a eu une audition avant vis-à-vis de nos collègues pour resituer les choses, j'ai noté juste, je vais avoir une dernière question sur le sujet du fonds Marianne, mais vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, sur ce point-là, nous avons réussi. Ce qui m'amène à vous poser une question, sur quel point, parce que ça veut dire certainement sur d'autres, on n'a pas réussi, sur quel point, et est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous n'avez pas atteint les objectifs que vous fixiez autres? Alors, nous, sur ce financement-là, c'était évident qu'on finançait une saison pilote et donc on était plus axé recherche et développement. On était vraiment sur, il faut constituer une équipe, il faut trouver des personnes qui sont intéressées par le sujet, des personnes qui ont des compétences. On a essayé aussi d'équilibrer entre des profils seniors et des profils plus jeunes pour avoir un budget équilibré. Et pour nous, ça, c'était vraiment la première étape. La première étape pour nous, c'était le recrutement, c'était le fait de poser les fondations d'un récit et de pouvoir produire un certain nombre de formats qui soient autonomisables et différents et qui traitent maximum de facettes, on va dire, de notre projet. Donc nous, nos objectifs, en fait, sur cette convention-là, on était vraiment sur quelque chose de qualitatif. On était sur quelque chose de qualitatif et sur des objectifs, on va dire, de pouvoir, à la fin de cette saison pilote, stabiliser la plateforme commun en ayant testé un certain nombre. Enfin, voilà, il y a des formats qui ont marché, il y a des formats qui ont un peu moins bien marché, il y a des formats où on a repéré des évolutions possibles. Et tout ce travail-là, il était absolument nécessaire de le mener à un moment donné, puisqu'on n'avait pas, encore une fois, en faisant notre benchmark, en fait, on n'avait pas de repères. C'était, ce qu'on faisait était assez nouveau, et donc il fallait passer par cette phase-là, et voilà. D'accord. Dernière question. Un membre du CIPDR s'est étonné. On a retrouvé des communications par mail justement de ce que votre association n'avait pas de personnel embauché, notamment, puisque vous l'avez dit, création d'une association nouvelle, un budget qui est pour une création pas tout à fait neutre, près de 500 000 euros, et notamment quand il faut gérer, vous avez dit, jusqu'à 24 intervenants. La question, c'est souvent, on se dit, mais comment est assurée la gestion financière? Donc, comment est-ce que vous avez procédé? Comment même, éventuellement, avez-vous justifié le fait de ne recourir à aucun emploi salarié, même à temps partiel ou une mission, pour assurer, au regard de la demande du CIPDR, la bonne et saine gestion de l'association? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on a, dès le dossier de candidature et dans la convention, on a bien montré que l'association reposait sur un travail bénévole et reposait sur un certain nombre de prestations intellectuelles qui sont rémunérées soit par forfait mission, soit par cachet d'intermittent. Nous, personnellement,
c'est un montant qui ne m'a pas inquiété parce que on a l'habitude, en tout cas, chez les dirigeants de l'association, de gérer des projets beaucoup plus complexes, avec des montants beaucoup plus importants et des enjeux beaucoup plus forts. Donc il y avait quand même un savoir-faire, même si l'objet change, le savoir-faire du pilotage d'un projet en termes de temps et en termes de budget, il y a des choses qui ne varient pas. Et donc il y avait cette expérience-là de comment mettre en place une feuille de route, comment adapter un budget, comment gérer le relationnel avec nos partenaires. Et tout ça, c'était à notre niveau. Et vu notre expérience, ça se passait plutôt bien. Et on avait, en termes opérationnels, on avait une directrice de projet qui était une consultante externe. Et pareil, sa rémunération était adaptée en fonction des phases. Et cette personne a aussi beaucoup d'expérience. Elle avait déjà monté sa propre entreprise. Elle avait déjà une expérience solide dans le pilotage de projets. Et donc, en fait, on a rapidement mis en place un certain nombre de process et un certain nombre de méthodes qui ont fait que tout s'est déroulé sereinement, en tout cas. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, quelques questions peut-être dans la salle. Vincent Eblé, d'abord. Merci, Monsieur le Président. Madame Menouni, je voulais vous interroger sur les débuts de votre association. Je n'ai pas tout à fait très bien compris tout à l'heure si, je crois que c'est le cas, votre association a été créée peu de temps avant l'appel à projet et qu'en fait vous avez pu percevoir ces sommes du fonds Marianne dans votre première année d'existence. En ce qui me concerne, j'ai présidé pendant 11 ans une grande collectivité française. Pendant les 11 années, jamais la collectivité n'a accordé, il n'y a pas d'interdiction légale, hein, mais jamais elle n'a accordé ne serait-ce que 250 € de subvention à un club de retraités ou à un club de gym si l'association n'était pas en capacité de présenter un bilan financier d'une première année de fonctionnement. Donc pas de subvention publique dans la première année de fonctionnement pour des raisons qu'on peut comprendre. Est-ce que ces raisons, d'une certaine façon, vous les comprenez? Est-ce que cette exigence, non pas légale, je le répète, mais de déontologie en quelque sorte, qui renvoie à celui qui distribue l'argent, mais qui peut aussi interroger celui qui perçoit les sommes, est-ce que c'est une question que personnellement vous vous êtes posée en tant que présidente de l'association? Est-ce que autour de vous, des dirigeants ont évoqué cette question avec vous? Est-ce que votre conseil d'administration, votre bureau a eu à en connaître? Et est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ça n'était pas trop vite, trop tôt voilà, quel élément vous avez à nous dire sur cet élément qui, on l'a vu dans la presse, dans des commentaires, dont j'ai compris qu'en grande partie, ils vous ont choqué. Est-ce que cette question, je dirais, vous comprenez qu'elle puisse poser un questionnement ou pas du tout, ou est-ce que vous assumez complètement? Alors, moi, on est toujours parti du principe que les choix de l'administration étaient motivés. Donc, nous, on dépose des demandes de subvention et on considère que si elles sont acceptées, c'est qu'on a respecté toutes les règles. Voilà. Pour moi, c'est une question qu'il faut poser à l'administration. Nous, on a juste foncé. On a juste foncé parce que on a senti un alignement sur le projet. On avait envie, le CIPDR avait envie, et on ne s'est pas posé 12 000 questions. Très sincèrement. Hein. Voilà, on part du... Non, je ne regrette rien. Oui. Pour moi, oui. Bien. Merci, Vincent. Il n'y a pas d'autres questions de nos collègues? Je n'en vois pas. Je vous propose de poursuivre. Alors, on va, après ces éléments qui étaient très importants sur le mode de fonctionnement, qui est effectivement quand même, par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir, très différent. D'abord,
comment dire, ceux qui créent l'association ne se sont pas salariés sur le projet. Premier élément important. Deuxièmement, finalement, vous avez une gestion en fonction des montants que vous avez. La réalité, le seul sujet qui nous pose un peu problème, hein, c'est que j'ai indiqué tout à l'heure, mais bon, sont prêts à vous croire sur l'idée que vous avez fait des recherches de financement dans un domaine, vous l'avez dit, qui sans doute s'y prête assez peu facilement, quoi, hein, on va dire ça, en dehors de tomber sur quelques chefs d'entreprise extrêmement intéressés par le sujet de la laïcité. Ça peut arriver, il y en a, mais bon, il faut les trouver. Hein, bon, voilà. Donc, mais en dehors de ça, c'est une des problématiques que l'on a, donc, bon, mais sur des sommes quand même très importantes, là, hein, parce que vous dites que ce n'est pas des sommes importantes, vous le dites en tant que professionnel, si je veux dire, je suis prêt à le partager, mais en termes associatifs, ce sont des montants très importants pour une association qui n'est pas créée pour cela, mais qui vient d'être créée. Bon, voilà. Hein, et donc, c'est un point... C'est un point significatif que de voir que finalement seule la subvention publique permet finalement d'assurer cette première année sans aide complémentaire. Même si elles ont été recherchées, on en a bien pris note. Alors, on va venir maintenant sur les problèmes de contenu. Et encore une fois, donc vous avez montré les contenus. On va évidemment montrer un peu les contenus que vous avez évoqués vous-même dans la dernière, juste pour les présenter. Et encore une fois, nous n'irons absolument pas, et nous interdirons d'aller sur la question de savoir si c'est de nature, comment dire, à déclencher quelque action judiciaire que ce soit. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. On va aller sur d'autres éléments. Mais d'abord, regardons quelques éléments de production qui ont posé problème, qui sont sur la place publique, mais enfin, on va les revoir rapidement. Alors c'est la série, vous le savez, à la bonne franquette. Prise de ma part. Et le truc, c'est quoi? Et même les vieux, on les a sacrifiés, mine de rien, parce qu'ils n'ont pas pu être visités. Alors, de la manière... On les a sacrifiés pour leur propre bien, eux, tu vois. Propre bien, non seulement ils finissent par mourir, mais en plus dans des manières totalement indécentes. Je ne sais pas, en fait. Tout le monde est sacrifié. En fait, la seule personne qui n'a pas été sacrifiée, c'était Macron. Et... Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, moi je suis d'accord là-dessus. Pardon, mais faut le dire. Non, mais je veux dire, en fait, justement, comme ce que je disais tout à l'heure, il disait faire passer l'humain avant l'économie, etc. Mais c'est faux, en fait. Ça a toujours été faux. On vient sur Paris pour faire la bringue, pour s'éclater en mode, tu sais, jean, chemise blanche, blazer et tout. Il est là pour tout déchirer. Un soir, il tombe il va au Matignon, la boîte bar, escorte, tout ça un peu classe. Il tombe sur Castaner, qui est un autre illustre fêtard, qui lui dit si le président, je le connais très bien, figure-toi que c'est grave un pote, c'est mon meilleur pote. Et là, paf, ministre de la Santé, comme ça, d'un coup. Tu vois, toi, ton entretien d'embauche, à toi, c'est où est-ce que vous voyez dans 5 ans et tout. Lui, non, c'est juste un verre au Matignon. Ça se passe comme ça, c'est bien, c'est la Macronie, on aime beaucoup. À quoi ça tient une carrière? C'est pour ça que je ne veux pas taper sur lui. Le mec est arrivé dans la politique par hasard, tu vois. C'est au détour d'une boîte de nuit. C'est pas comme ça. C'est une victime du macronisme, un peu comme chacun de nous, comme toi, comme moi, comme toi, comme tout le monde. Si on devait faire le procès à quelqu'un, je crois que beaucoup d'autres le doubleraient dans le calendrier judiciaire. Je pense surtout à Sibeth Ndiaye. Quel prénom incroyable, Sibeth Ndiaye. Elle n'a pas un prénom exceptionnel. C'est-à-dire que les parents, ils ont tout de suite senti venir le truc. Sans déconner, c'est le prénom le mieux porté de France avec Anne Hidalgo. J'aime beaucoup. Bon, si. Alors moi j'aime pas Mélenchon. Ouais. Parce que non, je sais encore. Mais on a encore le droit. Non, fais gaffe, parce qu'en 2032, je vais revenir avec le pantalon chose pas. Il a eu quelques remarques et quelques réflexions qui m'ont un peu dégoûté du personnage. Mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est pas vraiment lui qui me fait peur entre guillemets. C'est les gens qui noyautent autour de lui. C'est les décolonialistes. C'est ça. C'est le parti des indigènes de la République, c'est toute cette sphère-là un peu qui est vraiment pour le coup extrémiste et qui est très dangereuse. Et non content ils s'en distinguent pas en fait. Je serais plus à même de parler de Paris vu que c'est la seule ville dans laquelle j'ai vécu vraiment et que je connais plus ou moins.
Je sais qu'on paye énormément de taxes d'habitation. Ouais. Et c'est d'ailleurs, et la plupart des riverains, des citoyens parisiens ont l'impression qu'en fait, c'est pour financer le grand train de toute la cohorte qui suit la maire et tous ses adjoints. Je crois qu'elle a 27 adjoints. Ouais. Je crois qu'il n'y a personne en France et peut-être personne en Europe. Aucun édile, aucun bourgmestre en Belgique qui a... Les bourgmestres. Ce mot me fume à chaque fois. Alors, vraiment, les Belges, c'est incroyable. Ils vivent dans The Witcher. C'est vraiment des psychopathes, mais bon, ok. Donc ouais, il n'y a aucun chef de village qui a autant de... qui a un tel aréopage d'adjoints autour de lui. Caprice de ma part. Et le truc... Alors, vous avez vu qu'on a équilibré les choses avec des hommes ou femmes politiques de droite ou macronistes et de gauche, de manière à présenter une palette large de ces éléments. Alors, encore une fois, l'élément fallait-il, au regard de la loi, je veux dire, fallait-il le faire ou pas, le PNF dira ce qu'il a à dire sur le sujet par rapport à des plaintes qui ont été déposées, qui ne nous concernent pas à ce stade. Donc on revient sur finalement le rôle de... Alors, je tiens à indiquer que si vous souhaitiez intervenir à la demande de la présidente, bien sûr, vous devriez le faire en prêtant serment d'abord, hein, juste dans les formes, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire, mais je ne vous incite pas, hein, c'est la présidente qui décidera, mais je clarifie ce point. Donc, on va venir sur ça et sur les discussions et finalement ce qui nous intéresse, c'est la relation entre vous et le CIPDR dès l'instant où ces messages apparaissent et à quel moment finalement le CIPDR s'en émeut auprès de vous et vous demande une correction. Alors on sait qu'elle a eu lieu parce que quelque part dans un des messages on dit la présidente a été informée que nous ne pouvions pas, bon, etc. Donc il y a eu effectivement cet échange, vous allez nous le dire, et on va y venir. Mais tout d'abord, moi quand j'ai passé un peu de temps à regarder ces vidéos. Alors, il y a dans l'ensemble des vidéos, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a des choses qui m'ont... alors, sur le fond et le contenu, je n'ai pas à m'exprimer dessus. Puis d'ailleurs, je n'ai aucune position d'expert sur ce qu'il faut faire passer comme message sur la laïcité. Mais en tout cas, sur la forme, donc c'était bien filmé, bien enregistré, enfin, c'était pas bricolé. Voilà, ça, c'est assez clair. Sur la question qui pose donc sur le fond de ces interventions, et est-ce qu'elles étaient, je parle des autres formats, hein, est-ce qu'ils étaient en lien d'être compris par le public visé, on peut toujours s'interroger. Vous avez montré d'ailleurs quelques enregistrements avec quelqu'un qui parle, je crois, en visio, et qui a une expression philosophiquement forte, mais je ne suis pas sûr qu'un public jeune rentre très facilement dans ces concepts tels qu'ils ont été présentés. Mais bon, voilà, j'ai pas tout moi-même, je veux dire que j'ai revu des fois plusieurs reprises pour essayer de bien voir le sens de ce qui était dit. C'est pour dire que c'était, de mon point de vue, c'était un petit peu complexe quelquefois d'y rentrer. Pas toujours, mais bon. Mais c'est les contenus et à la limite, c'est aussi PDR de dire ce qu'elle a à dire sur la qualité des sujets. Encore une fois, je n'en ai pas la compétence et mon avis ne compte pas. Par contre, sur ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire quelque chose, donc un format tout à fait particulier de conversation un petit peu sous la forme de café du commerce, m'excusant de cette formule, mais bon, on échange librement, voilà, sans trop de préparation sur le fond. Moi, la question que je me pose, c'est par rapport, je les remets en perspective avec les deux éléments qu'on a dit, qu'on a donnés au départ, c'est-à-dire essayer d'avoir un discours positif. Alors, vous avez nuancé, vous avez des positifs, mais engagés, enfin, je veux dire, pas positif au point que on ne sait plus trop, voilà, non, avec des choses assez claires qui sont dites, on l'entend, et un discours apaisé. Alors, quand on regarde ça, malgré tout, on a du mal à voir le discours apaisé,
Je veux dire, quand on met en cause les personnes, les unes après les autres. Bon, et quant à voir le discours républicain, on peut quand même se dire ou se demander si quand même, quand on défend les valeurs de la République, on ne doit pas, dans les valeurs de la République, éviter, autant que faire se peut, éviter de s'attaquer à leurs représentants. Bon, voilà. Alors, je sens que je n'aurai pas une appréciation positive de votre part sur ce point. Mais cela étant dit, je vous le pose comme ça, parce que quand on s'adresse à des gens qui sont loin, quand on veut s'adresser à des gens qui sont loin de la République, si on commence à dire bah, tous les élus, bon, ne sont pas des pourris, c'est pas dit comme ça, mais enfin, on va les dénigrer, etc. Je ne suis pas sûr que ça aille bien dans le sens. Voilà. Et j'ai lu, d'ailleurs, vous avez à un moment donné fait passer une information en disant je suis assez fier des contenus, de manière globale, et vous avez dit tout à l'heure encore, je ne regrette rien des contenus qui sont faits. Mais quand même, nous, sans vouloir être, vous voyez, des défenseurs à tout prix de nos fonctions, etc., pas le sujet, mais dans le message qui est envoyé sur des fonds publics, je remets en relation, sur des fonds publics qui sont liés à construire un discours positif sur la République, on a du mal à suivre. Oui, alors je vais essayer de répondre à votre question un peu à tiroir. Donc si je passe un point, n'hésitez pas à me le rappeler. La première chose qu'il faut savoir, en tout cas pour nous, c'est que nous ne sommes pas des prestataires du CIPDR. On a été sélectionné sur un projet, et ce projet avait une ligne éditoriale qui, dès la candidature, comme je le disais en propos introductif, avait pour objet, entre autres, de réagir à l'actualité et de faire du divertissement politique généraliste. Divertissement politique généraliste, parler de politique en France, c'est la politique est hyper personnalisée. Il y a des figures. On ne peut pas parler d'un certain nombre de sujets sans mentionner ces figures. Donc ça fait partie. Nous, on a essayé, en tout cas, bien avant les échanges avec le CIPDR, parce que d'ailleurs l'extrait dont on parle et dans lequel visiblement des consignes sont passées, c'est un épisode qui a été tourné le 8 janvier et qui en fait est issu de notre premier débrief sur le premier épisode qui a été tourné. Et sur le premier épisode qui a été tourné, et les équipes en ont parlé, nous, on croyait vraiment à ce format, on va dire, informel, apéro filmé, un peu détente, etc., qu'il fallait épouser les codes de ce qui marche sur les réseaux sociaux, parce que les codes qui marchent, c'est le clash, la personnalisation, etc. Et c'était difficile pour nous de trouver, on va dire, le bon ton entre ce qui permet la viralité sur les réseaux sociaux et ce qu'on défend, c'est-à-dire un débat apaisé. Alors, un débat apaisé, c'est pas forcément un débat lisse. Et si on regarde les extraits, alors c'est vrai que s'ils sont extraits de leur contexte, ça peut paraître un peu difficile à entendre. Mais la réalité, c'est que si on prend toutes les séquences, parce que là, on est en train de parler de quelques minutes sur 22 heures de programme. Quelques minutes sur 22 heures de programme et sur 16 heures de programme, en tout cas à la bonne franquette. Si on voit les sujets qui sont traités et la façon avec laquelle ils ont été traités, il y a toujours eu autour de la table des avis différents, il y a toujours, tout le monde s'est écouté, il y a eu des blagues acides, oui, il y a eu des analyses politiques, oui, on n'a aucun problème avec ça, et le message qu'on avait passé début janvier et qu'on a tenu pendant toute la période de production, c'est OK, voilà, c'est un apéro filmé, on est un peu dans une ambiance grande gueule, mais il faut tout de même élever le débat et il faut tout de même limiter la personnalisation des débats. Et ça, c'était déjà dans les tuyaux, bien avant le premier point d'étape avec le CIPDR.
Je ne sais pas du coup si j'ai répondu à toute la question. À défaut d'y avoir répondu, moi je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'appel à projet du Fonds Marianne autour de la question religion et laïcité. Et j'ai du mal, donc je vous pose la question, à voir en quoi un certain nombre de vos émissions et publications concourent à reconstruire le commun. Parfois, vous opposez les artistes belges et les artistes français, alors sous le ton du deuxième degré. Quand vous parlez d'écologie, vous avez tendance à opposer les boomers et la jeune génération. Quand vous regardez la crise sanitaire, c'est aussi sous l'angle de la jeunesse sacrifiée. Et je redis, enfin, voilà, vous êtes présidente de reconstruire le commun. Donc on est au-delà des chiffres là, hein, mais puisque c'est évoqué par une question du président et par votre intervention, j'avoue que, à titre personnel, en tout cas, je n'y trouve pas vraiment mon compte. Et notamment le compte de l'objectif qui est de répondre à l'appel à projet autour d'un certain nombre de valeurs. Avant de reconstruire le commun, il faut écouter la parole des jeunes. Et ce que vous avez entendu dans À la bonne franquette, même si c'était parfois un peu cash, c'est ce que pensent les jeunes. Les jeunes s'opposent aux boomers sur les questions d'écologie. Les jeunes ont vraiment vécu la crise sanitaire comme un sacrifice. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ont dit. Et moi, je ne les ai pas censurés. Il n'y a pas de raison de les censurer puisque c'est une analyse politique comme une autre. Et moi, on va pas dire que je comprends votre surprise, mais pour moi, la première étape, c'est d'entendre ce que ces gens ont à dire et d'essayer, à partir de là, de construire quelque chose. Donc, une parole peut choquer, y compris dans d'autres formats de type du quiz. Il y a eu des paroles qui sont libres, mais qui ont toujours respecté la loi. Voilà. Oui, enfin bon, moi je pense que, comment dirais-je, puisque vous parlez de reconstruire le commun, j'entends que dans la démarche associative et de ce que vous avez exprimé jusqu'à maintenant, enfin, j'entends qu'il y a la volonté de donner une place à l'expression. Je rappelle, au départ, des religions, la laïcité, de ce qui enferme, de ce qui ouvre, et vous le dites bien, de reconstruire. S'il y a à reconstruire, on peut entendre des réflexions. Moi, je les entends comme vous. Hein. De toute façon, quand je ne les entends pas, elles s'expriment, y compris dans les bulletins de vote. Donc, je ne vais pas au-delà, mais donc, simplement, c'est réponse à l'appel à projet et les contenus, que j'avoue que je les ai découverts par le travail que nous menons. Hein. Voilà, chacun va chercher, je dirais, ses informations, notamment sur les réseaux sociaux, et comme ça se multiplie, voilà, il y a plus ou moins de filtres, et c'est la responsabilité de l'association. J'ai pas de souci majeur, mais juste appel à projet, et dans les éléments qu'on voit, enfin, je trouve un décalage relatif. Voilà. Vous noterez que ce n'est pas d'ailleurs l'ensemble du travail de l'association dont nous parlons. Il y a plusieurs formats. Nous parlons d'un format particulier qui pose des questions particulières et qui nous inquiète. Alors, quittons, on ne se convaincra pas, si je puis dire, donc ce n'est pas la peine d'y revenir 30 fois, les uns et les autres, mais revenons par contre à la relation avec le CIPDR sur cette question-là, justement. Donc, finalement, il y a eu, c'est logique, vous êtes une nouvelle association, j'oserais dire que le secrétaire général, en proposant une subvention importante à votre association,
met en vous une confiance, ça c'est indiscutable dans ce projet en tout cas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait été extrêmement positif lorsqu'il vous avez reçu la première fois sur le sujet, il n'y a pas de doute. Et derrière, donc, il y a un certain nombre de relations sur les contenus, justement, qui sont produits, c'est-à-dire sur le suivi de l'opération. Sur le suivi financier, il y a pas, les choses se font, semble-t-il, convenablement, enfin, en tout cas, dans l'état de nos éléments d'appréciation, mais donc, ça ne porte pas, a priori, sur ces angles-là, en tout cas, on ne met pas l'accent sur ça, mais sur les contenus et justement quelques contenus un peu difficiles. Donc, vous avez des contacts avec le CIPDR, il vous parle de ces contenus délicats, en quels termes, et est-ce qu'à ce moment-là, on revient sur cette question de faites attention, il y a des sujets politiques sur lesquels, qui mériteraient d'être traités différemment. Est-ce que ces conversations ont eu lieu ou non? Alors, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, nous, on n'était pas des prestataires du CIPDR. Et dans ce cadre-là... J'entends bien que vous n'êtes pas des prestataires, mais vous êtes subventionnés par l'État sous contrôle du CIPDR. Oui. Et au final, c'est même le seul financement de ces opérations. Donc, alors, vous pouvez toujours dire, on n'est pas des sous-traitants, intellectuellement, ça... il n'y a aucun souci. Mais il y a bien une relation entre du financement public et il y a bien un débat sur les contenus. Ça, c'est sûr. Voilà. Et après, c'est à vous de dire je continue pas, je modifie. Voilà, c'est ça qu'on voudrait voir. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai coupé, excusez-moi. Oui. Oui, non, mais je vais reprendre le fil. Tous ces sujets, en fait, pour nous, relèvent plutôt de l'appréciatif. C'est-à-dire que nous, on présentait un certain nombre de formats, on les présentait avant même, et le fait qu'on nous dise on aime, on n'aime pas, ok, on l'entendait, mais c'était pas pour nous. Pour nous, c'était hors champ du contrat qui nous liait. Donc on l'entendait parce que, bien sûr, il faut préserver une relation avec notre partenaire, surtout si on avait dans l'idée de poursuivre. Donc voilà, mais foncièrement, nous, on a toujours tenu à notre liberté éditoriale. Dans le respect de la loi, évidemment. Et le CIPDR nous a, à l'occasion d'un ou deux points, signifié qu'il y avait une blague anti-Macron qui les a pas franchement fait rire, et on a eu un échange tout à fait normal et bienvenue sur le fait qu'on est dans une période sensible, qui est la période électorale, et que donc si on doit traiter de sujets politiques, voilà, il faut faire un peu attention. Mais ça, on l'avait déjà intégré. Pour nous, c'était évident, mais on ne pouvait pas ne pas parler de sujets politiques. On ne pouvait pas le faire dans une émission d'infotainment qui se lance dans cette période particulière. Toute l'attention médiatique, tout le traitement médiatique de la question politique entre janvier et juin était tourné autour des enjeux de la présidentielle. Donc on s'était dit que c'était important de les traiter et de laisser les chroniqueurs s'exprimer. Néanmoins, je tiens à le rappeler, et par rapport à la période stricte de la campagne, on n'a publié aucun contenu à caractère politique. Et ces remarques du CIPDR, donc, qui ont été faites une ou deux fois, n'ont jamais été véritablement un point à l'ordre du jour de nos réunions.
qui n'ont jamais fait l'objet d'un courrier, d'un début mise en de garde mail. écrite. Oui, Rien. voilà. Mais je peux vous assurer, Monsieur le Président, c'est que si j'avais un début de phrase dans un mail qui parlait de ça, mais on aurait réagi immédiatement. Alors, je ne dis pas comment on aurait réagi. On aurait pris un arbitrage en interne en disant stop ou encore. Stop, on veut garder notre ADN, tant pis pour les financements. Ou non, on veut tenir ce financement et voilà, il faut faire des compromis. On aurait pris un arbitrage, mais on l'aurait pris immédiatement et on l'aurait signifié immédiatement. Et on avait, je peux le dire aussi, on n'avait pas peur d'aller au contentieux parce que on remplissait toutes les obligations de notre contrat. Bien. Donc, vous nous dites qu'en gros, s'il y a eu quelques remarques, elles ont été orales, elles n'étaient pas dans un ordre du jour à aucun moment, ni dans aucun compte rendu écrit. Voilà. Donc, il y avait une appréciation qui a été faite à partir surtout d'un peu d'humour manifesté sur le président de la République, voilà, qui a donné lieu à une remarque un peu acide. Voilà. Oui. Et rien au-delà de ça. Bien. Comment votre plateforme Comme1 était-elle organisée? Comment étaient définis les formats? Qui était responsable des choix, les validations? Comment Alors, tout ce dispositif est-il organisé et, si j'ose le dire, maîtrisé? Alors, on a un petit document que je vous transmettrai à la fin de cette séance où on détaille vraiment phase par phase et format par format les process qui ont été mis en place et comment on concevait et on produisait, mais aussi ce qui était important, c'est à quel moment l'équipe opérationnelle demandait une validation aux dirigeants de l'association, donc sur les contenus, sur les sujets abordés. Donc, moi, ce que je peux vous dire, alors vous le verrez en détail, je vous transmettrai le document, mais en gros, sur un format quel qu'il soit, la première étape, c'était déjà de décider qu'on allait le lancer, bien sûr, et de définir un cadre et de recruter les bonnes ressources. À partir de là, il y avait souvent une réunion de lancement à laquelle on assistait pour présenter un peu l'ADN de l'association, pour que voilà, les intervenants s'imprègnent de notre état d'esprit. Et ensuite, c'était la chef de projet qui dirigeait la conception et la production. Et nous, on validait les sujets. Donc, on intervenait au moment une fois une proposition de sujet est choisie, on l'a validée. Et on validait les scripts et on validait toutes les vidéos avant publication. Donc, on intervenait à un certain nombre d'étapes. Et c'était assez cadré. D'accord. Dans les contenus toujours, il y a une note du secrétaire général, donc de juin 2022, qui attire l'attention de manière solennelle sur des contenus qui ne conviennent pas, et notamment par rapport au discours séparatiste et à la promotion des valeurs républicaines. Finalement, j'en reviens un peu au sujet que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans la note du 2 juin, il est indiqué que le préfet a été très ferme sur les fameux contenus politiques. Comment expliquez-vous que le phénomène est, je dirais, perduré? Alors, moi, je vais revenir sur cette réunion du 2 juin. J'ai lu dans la presse et j'ai entendu dans les auditions qu'on a été convoqué. Moi, je n'ai jamais été convoqué. J'ai assisté à des réunions de suivi et j'ai assisté à des points d'étape. Et d'ailleurs, cette réunion, c'était à mon initiative, après relance, pour obtenir un rendez-vous, pour présenter un pré-bilan. Avant la fin de la convention, ça me paraissait normal
rencontrer le CIPDR de manière plus formelle, avec une présentation plus aboutie, avant d'arriver à la fin. Donc cette réunion était à mon initiative. L'ordre du jour, c'était le point d'étape, une forme de pré-bilan. Et on a été principalement renvoyé à nos résultats. C'était le cœur du sujet. Vraiment, c'était que pour eux, les résultats n'étaient pas au niveau attendu. Alors après, on peut débattre de quel était le niveau attendu. Mais le fond de la discussion, c'était ça. Et puis, après, il y a eu des échanges sur la qualité du projet. Et nous, une fois que le secrétaire général a dit tout ce qu'il avait à dire, il est parti et il ne nous a pas laissé l'occasion de répondre. Est-ce que vous avez senti ou est-ce que vous avez été averti qu'il y avait un risque de ne pas percevoir le solde de la subvention de 25%? Et comment ce versement, ce solde, comment s'est-il passé? Alors, à aucun moment, nous, on a déposé notre demande de versement de solde le 11 mai. Le 11 mai, et à cette occasion, j'avais redemandé d'avoir un rendez-vous à horizon fin mai, début juin. Et suite à cette réunion, donc moi j'ai relancé pour voir où ça en était. Et tous les échanges que j'ai eus avec le CIPDR, jusqu'au versement qui a eu lieu le 8 juillet, tous les échanges que j'ai eus portaient sur ce qui était strictement administratif. C'est-à-dire les documents que j'ai remplis, si tout était carré, etc. Et moi, ce qu'on m'avait dit, c'était que c'était la fin d'année, donc il y avait forcément beaucoup de conventions qui arrivaient à terme, donc il y avait un bouchon et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et alors, j'ai été un peu insistante parce que voilà, j'avais des prestataires, dont certains, voilà, quand on est des petites entreprises, on n'a pas forcément beaucoup de trésorerie, donc j'ai fait en sorte de suivre très précisément ce dossier. Mais c'est vrai que entre le 11 mai et le 8 juillet, alors déjà c'est une durée qui est assez correcte pour une administration. On n'est pas dans 2 mois entre une demande et un virement, on est sur quelque chose de relativement classique. Et il n'y a eu aucun échange dans le cadre de ce versement qui porte sur autre chose que sur le côté financier. Très bien. Donc, une dernière question. Entre cette période-là de fin de projet du Fonds Marianne et le mois de mars 2023 et la sortie dans la presse d'un certain nombre de sujets dont vous avez fait partie, y a-t-il eu des échanges entre vous et le CIPDR ou pas du tout? Alors, après cette réunion du 2 juin et la façon avec laquelle elle s'était déroulée, nous, on s'est posé beaucoup de questions sur la suite. Parce que ce n'est pas une attitude qu'on attendait dans le cadre d'un partenariat. Voilà. Donc ça nous avait beaucoup travaillé pendant l'été. Et ça avait remis en cause, on va dire, nos projections à moyen terme. Et donc, à la rentrée, nous, on a envoyé les documents pour clôturer la subvention. En octobre, le bilan détaillé. En novembre, le compte-rendu de subvention. Et nous, on a décidé de mettre en pause le projet. On a décidé de mettre en pause le projet pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que je viens de dire, c'est que, vu comment le partenariat avançait, on s'est rendu compte en fait que le CIPDR était sur une approche plutôt quantitative, plutôt court-termiste, sur
sur des formats et des propos le plus consensuels possible. Et nous, on était sur quelque chose de différent, c'est-à-dire on était plutôt sur du qualitatif, on était sur du long terme, et on abordait les sujets qui fâchent. Donc en termes de consensualité, voilà, il y a des limites. Et donc à partir de là, il y a ce point-là, il y a des points plus personnels, en fait, où il y a un membre de notre bureau qui a eu des problèmes de santé très importants. Donc on s'était dit, voilà, il faut, ça reste du bénévolat, il faut déjà se remettre sur pied au niveau de la santé et attendre que ça s'éclaircisse pour pouvoir rebondir. Donc il y avait ce sujet-là, et puis on en a parlé à plusieurs reprises pendant cette audition, c'est la difficulté aussi d'avoir d'autres sources de financement. Donc la décision a été prise chez nous à l'été de mettre en pause. On s'était dit on reverra au printemps quand ça ira mieux. Et puis le printemps est arrivé avec ce que vous savez, et voilà. Et on en est là. Et on en est là, exactement. Enfin, dernière question de l'audition, sauf s'il y a des questions de nos collègues, bien sûr, dans la salle. Vous l'avez d'ailleurs, je crois, évoqué à un moment donné dans votre propos liminaire. On a maintenant une procédure de remboursement qui a été initiée, semble-t-il, la semaine du 8 mai. Donc, avez-vous bien reçu un courrier là-dessus ou une information? Et s'il y a eu une information, avez-vous répondu au secrétariat général déjà? Et quelle est la teneur de cette réponse? Alors, je l'ai souligné en propos introductif parce que c'était vraiment important pour nous. Cette demande de remboursement, vraiment, on l'a appris en direct. On l'a appris en direct lors des auditions. Et en rentrant chez moi, donc le 16 au soir, je retrouve dans ma boîte aux lettres donc, le recommandé avec cette demande de remboursement et un contrôle a posteriori qui date. Alors le courrier est signé le 12 mai, vendredi 12 mai. Pour une audition le 16 mai, sachant que nous, on a tout envoyé le 17 novembre 2022, on avait tout envoyé. Donc entre le 17 novembre et le 12 mai, on n'a pas eu de contact avec l'administration, avec le pôle financier qui aurait pu peut-être nous demander des pièces justificatives supplémentaires, etc. Rien du tout. Et donc, oui, on a répondu à ce courrier et, dans les temps. Et nous, on considère que le timing de ce contrôle a posteriori, comment le dire poliment? Restez poli. Hypocrite, je dirais. Et en parallèle, on a des échanges avec... Enfin, voilà, il y a trois enquêtes en cours. Il y a la vôtre, la commission d'enquête avec vous. Il y a l'IGA qui fait son contrôle et qui nous a demandé toute une série de pièces. On a tout transmis. Ils ont tout. Et éventuellement, une information judiciaire. Et on considère que, avec toutes ces enquêtes qui sont en cours, le CIPDR est dessaisi de fait de ce contrôle a posteriori, puisqu'il est déjà en cours par des autorités indépendantes, dont la vôtre. Voilà. Très bien. Vous considérez que cette demande de remboursement n'est pas sans lien avec les événements récents? Pardon? Oui. Vous considérez que cette demande de remboursement n'est pas sans lien avec les événements récents, on va dire? Tout à fait, tout à fait. Mais vous entendez faire droit à la demande de remboursement ou, si j'interprète bien votre propos, c'est pour l'instant stand-by puisqu'il y a des démarches. Tout à fait. D'accord. Et pour vous, si j'interprète vos propos,
j'espère bien. Il n'y avait pas de raison de faire ce type de réclamation puisque depuis novembre 2022, vous avez bouclé le dossier, les comptes, les éléments, les justificatifs. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Écoutez, on est presque arrivé. On y est. Si vous souhaitez rajouter un mot, dites-moi. Ah, nous avons une question, ça vous laissera peut-être le temps de... Une petite question qui avait déjà été posée sur l'audition précédente. Est-ce que des membres de l'association ont touché des rémunérations, un bulletin de salaire ou des factures d'auto-entrepreneurs? Est-ce que les membres de l'association ont perçu pas forcément les dirigeants, hein, mais dans le bureau de l'association, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des rémunérations? Non. Non, non. Marc Lamini. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement, je vais bien écouter, comme l'ensemble des collègues. Alors, la demande de remboursement dont vous parlez, c'est la totalité de la subvention Fonds Marianne. Voilà, c'était surtout cette question. Et puis sur la petite projection qu'on a vue, je représente un département qui est très proche de la Belgique. Alors là, on parlait des bourgmestres et des échevins. Alors, je dirais à quel public c'était, parce que moi, je ne suis pas du tout ni mail ni réseaux sociaux. Donc, je suis un peu à l'aise pour en parler. Je reste encore papier ou écrit. C'est encore les fondamentaux. Donc, justement, à quel public c'était destiné? Voilà, merci beaucoup. C'était aux jeunes, Marc, donc c'était pas nous. Hein. Ça, c'est en tout cas très clair. Madame la Présidente. Alors, Attendez, Madame, vous gardez les questions. Thierry Cozic en a une autre, je la prends. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, je voudrais savoir, j'ai pas bien compris dans vos propos, si vous l'avez évoqué, j'ai peut-être pas fait attention, la demande de remboursement aujourd'hui de l'administration, elle est motivée? C'est-à-dire qu'en gros, on vous demande, le courrier que vous avez reçu avec AR, de ce que j'ai compris, à votre domicile, est-ce qu'elle est motivée ou est-ce que c'est simple, voilà, il y a une demande de remboursement, voilà, est-ce que vous avez des éléments factuels? Alors, de quel montant? Oui, est-ce qu'elle est motivée? Merci pour ces questions qui me permettent de préciser un peu le propos. Le courrier qui nous a été transmis par le CIPDR, c'est un contrôle a posteriori, d'abord, pour voir si l'objet de la convention a été gravement méconnu et substantiellement modifié, et la réalité des prestations réalisées. Donc, ils envisagent, il n'y a pas de demande de remboursement formel pour le moment. Pour le moment, ils demandent des pièces justificatives pour contrôler et voir éventuellement si, dans le cadre de notre convention, on a méconnu ou pas les conditions et envisager éventuellement un remboursement de tout ou partie des sommes. Mais pour l'instant, on considère qu'on est encore au stade numéro 1, qui est, on est au contrôle a posteriori. On est encore loin déjà de définir s'il y a vraiment matière à un litige sur ce sujet-là. Et dans un deuxième temps, si d'aventure, nous on n'y croit pas, mais si d'aventure il y a effectivement un sujet, rentrer dans une discussion sur le remboursement, mais pour nous c'est encore très très loin. C'est encore très très loin, on n'a pas encore les conclusions de votre commission, on n'a pas le rapport de l'IGA. Pour l'instant, voilà. Si vous y donniez suite, ça voudrait dire que vous reconnaîtriez une faute. Bon, donc, pour l'instant, vous allez répondre au courrier qui vous a été adressé et qui indique simplement une possibilité à terme d'un remboursement. Sur la question entre les membres du bureau de l'association et les salariés, y a-t-il un lien ou pas? Est-ce qu'il y a des salariés membres du bureau de l'association ou membres de l'association? Non. Le distinguo était très clair. Soit on était bénévole, soit on était salarié.
Parfait. Merci madame, merci messieurs d'avoir assisté. Et donc bonne fin de journée. Merci à vous.